une de mes fiertés aujourd'hui, qui est quand même un step dans toute la grande histoire qu'on va co-construire ensemble dans les prochains jours avec les Forces fraîches puis dans les prochaines années, c'est que on l'a dit, on y a rêvé, on a réussi à le financer, on a réussi à le faire. Puis là maintenant, l'église de Saint-Adrien est transformée, ça existe. Puis je trouve ça beau de voir comment ça peut inspirer d'autres. Tu sais, il y a Zoé Lamontagne qui est la co-ambassadrice du sommet, qui est à Sainte-Clotilde de Horton, qui a été inspirée par notre démarche, puis qu'on a pu appuyer dans ses démarches à elle. Puis elle va pouvoir en appuyer d'autres. Puis finalement, bien, des églises, il y en a dans tous les villages du Québec. L'église est souvent centrale dans le village, à proximité de l'école, à proximité de terrains vacants, de terrains de balles, de vieux terrains de tennis désuets qui peuvent être transformés en skatepark. Donc, qu'on se donne la chance de dire, bon, ben maintenant qu'il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 10, ben c'est possible, puis on le voit. T'sais. Ben oui. On est quand même chanceux que tu as bâti un prototype taille réelle. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Souvent, on fait un prototype sur papier dans Excel où on va, avant d'aller plus loin, toi, tu l'as fait. Vous l'avez fait en temps réel. Oui, puis c'est bon ce que tu as dit. C'est comme un prototype en temps réel parce qu'on est encore dans le prototypage. Puis à Saint-Adrien, puis dans tous les petits villages, je pense, on apprend aussi à vivre ensemble. Tu sais. Toi, tu as dû le vivre dans le bout de Rawdon avec votre projet. Tu sais, quand on arrive dans une communauté, on arrive dans une municipalité comme promoteur, comme porteur de projet, bien, il faut se préparer à dialoguer, à communiquer, à vivre ensemble, à se mettre à la place de l'autre. Et puis, c'est important pour les porteurs de projets, je pense, d'arriver dans les régions comme il faut. Puis, c'est des outils qu'on veut se donner avec les Forces fraîches, puis qu'on veut accompagner et les régions, et les natifs, les locaux, et les porteurs de projets, les nouveaux arrivants qui vont arriver dans une région un peu bousculer les choses, mais for the good, je pense, for the best. Puis, c'est même, si je viens du coin, c'est tout ça, quand on arrive, puis qu'on arrive dans une communauté, puis qu'on reprend l'Église, par exemple, c'est de la symbolique qui est très forte. Puis c'est important, justement, de pouvoir bien communiquer nos intentions. Toi, de ton côté, avec ton gros projet immobilier, en fait, on peut en parler de B-Side Cabins. Nous, quand on est arrivé à la ville, il y avait des citoyens qui écoutaient le projet. On a dû aller chercher beaucoup d'approbation. Puis, on n'a eu aucune opposition, ce qui était une bonne chose. C'est quand même rare. Mais on s'est fait demander, est-ce que vous êtes une secte? Ah, wow! Parce qu'il y avait des valeurs, parce qu'il y avait un système de communauté, tout ça. Puis, c'est vrai, puis c'est là que j'ai réalisé que quand tu exprimes un projet, il ne faut pas que je parte de ma position à moi. Je parte de la position des autres. Je dis souvent l'exemple extrême, là. Si tu veux amener Donald Trump à aimer l'environnement ou à être un environnementaliste, il faut que tu dises « Salut mon Donald, veux-tu faire de l'argent comme un cochon? » Ouais. Puis Donald va écouter. Mais si tu lui dis « Donald, veux-tu sauver la planète? Est-ce que tu veux investir en environnement? » Il n'écoutera pas. Ouais. Mais c'est un peu la même chose quand tu as un projet. Si tu as un projet qui est assez far-fetched, un projet qui est innovant, il ne faut pas que tu partes avec ta vision de à quel point c'est innovant. Il faut partir de, moi j'appelle ça l'échelle de communication, part de où les gens sont. Mm-hmm. Puis après ça, amène-les graduellement. Parce que toi, ça se peut que ça fait des années que tu penses à ça. C'est le résultat de toutes tes rencontres, de qui tu es. Mais les gens ne le savent pas. Mm-hmm. Puis je trouve que des fois, souvent des créateurs, des entrepreneurs vont se buter à ce mur-là. Ils vont abandonner parce qu'ils disent les gens ne comprennent pas. Mais effectivement, puis c'est ta job que les gens comprennent. C'est à toi d'adapter ton discours, c'est à toi de changer. Mais ça, il faut être réaliste que de où on part et où on veut amener les gens, vous êtes déjà dans une forme de futur, mais il faut les amener graduellement là-dedans. Mm-hmm. Fait que nous, ça a été un défi au départ. Ouais. Mais on est quand même une équipe de communicateurs. C'est ça qu'on fait à la base. Le plus difficile, c'était de convaincre que plus les acheteurs et les gens qui nous ont suivis, les investisseurs, tout ça, de dire, nous, une gang de jeunes créatifs qui fait un magazine papier va se diversifier dans l'immobilier. Ça, c'était plus dur. Makes total sense for me. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont dit, vous êtes en train de vous éparpiller. Donc,
Puis c'est un danger, tu sais, comme créatif, tu as plein d'idées, tu le sais. Ah ouais? Et S'éparpiller. le danger de s'éparpiller, c'est que finalement, ben, tu mets un petit peu d'énergie, de capitaux, de temps dans trop de choses. Ça ne fonctionne pas. L'autre danger, c'est d'amener tes humains, les gens qui t'aident dans des burn-out. Puis ça, c'est réel, parce que quand tu fais trop de choses, c'est épuisement. Puis, nous, on devait convaincre que c'était de la cohérence. Puis, on est une entreprise qui est une entreprise de mission et non pas une entreprise d'industrie. Parce que les banques me demandent, tu es dans quelle industrie? Tu es dans l'industrie médiatique? Puis même, est-ce que tu es en édition papier ou tu es en édition numérique? Je dis, ben, on est plus dans de la communication en général. Ils disent, non, mais précisément parce qu'à la banque, on a une catégorie de conseillers financiers qui sont dans le numérique et l'imprimé. Ce n'est pas les mêmes. Je dis, ben, on va faire aussi de l'événementiel. Ah, mais ça, c'est un autre conseiller. Puis après ça, dans l'immobilier, est-ce que vous êtes détenteur du terrain? Est-ce que vous vendez des terrains? Est-ce que vous vendez des maisons? Est-ce que vous êtes constructeur? Est-ce que vous êtes opérateur? C'est toutes des catégories différentes. Donc là, on a dû aussi adapter notre langage. Ouais. Parce que quand tu arrives à la banque, tu dis, salut, on va faire un projet, on va acheter un immense territoire. Parce que pour un peu faire la genèse, ce qu'on a fait, on a acheté, je vais retourner en arrière, B-Side. Initialement, ça a démarré il y a 6 ans. Notre mission était de reconnecter l'humain avec la nature. Ça, c'est la mission primaire. Et pourquoi on fait ça? C'est que une fois que les gens ont une connexion avec la nature, peu importe c'est quoi, ça peut être jardiner, comme le jardin à côté qui est en lien avec l'école. Ça peut être de passer du temps au parc. Ça peut être d'aller courir en sentier. Peu importe c'est quoi, il y a toujours quelque chose de positif qui se passe. Et Mère Nature fait bien le travail de te faire sentir bien. Et là, tu dis, ah, finalement, j'ai peut-être le goût de la protéger, de faire attention, de m'investir. Fait que moi, ma job, c'est d'amener le monde dans le bois ou s'intéresser à la nature. Puis on le fait par le transfert de connaissances puis le transfert d'expérience. Le transfert de connaissances, mais c'est un magazine papier qu'on distribue un peu partout, Québec, Canada anglais, États-Unis, puis un petit peu en Europe, et par une plateforme numérique. Fait qu'on fait du documentaire, on va faire du vidéo, des articles, tout ça. Et l'expérience, on a commencé à faire des ateliers. Donc, le 2 fins de semaine, des ateliers de mycologie, donc apprendre à cueillir des champignons, mais ça allait jusqu'à des ateliers de voile, même de forgerie, donc apprendre à forger. Donc, vraiment, ce côté-là très manuel. Et finalement, on s'est diversifié en immobilier. Donc, on achète des immenses territoires. Donc, on a acheté dans l'Anaudière 1254 acres. C'est l'équivalent, là, tout dépend de ce qu'est votre référent culturel, c'est 1,5 fois Central Park. Pour les Montréalais, c'est 8 fois le Parc Maisonneuve. Pour les sportifs, c'est 900 terrains de football. Puis pour les métriques, c'est 5 km par 2 km. C'est à peu près la taille du territoire. Et on a 2 lacs, on a une forêt ancienne, on a une montagne. Et on est arrivé avec des gens en finance, pour dire combien de chalets on doit construire pour protéger ce territoire-là. Parce que nous, on n'avait pas d'argent. On n'est pas des gens qui ont hérité de grandes sommes. Et moi, je suis un défenseur d'avoir des missions qui sont sociales, mais d'avoir des opérations qui sont rentables. Donc, moi, je crois beaucoup au capital comme outil. Donc, on devait avoir une opération qui était rentable, qui devait générer de l'argent. Puis finalement, on a dit, ben, c'est 75 terrains. 75 chalets, globalement. Et ça nous a permis de protéger 1000 acres. Donc, on développe 20 puis on protège 80 Donc là, on a réussi avec des servitudes, donc c'est protégé à vie. J'ai légué finalement mon droit à cette terre-là. Donc, il n'y a aucune construction sur le bord des lacs, aucune construction sur la forêt ancienne et la montagne. On est dans la partie, on dirait, le moins intéressante écologiquement. Ouais. Et on a vendu ça à des membres fondateurs, donc des gens qui croyaient à notre mission, parce qu'on ne pouvait pas nous construire puis acheter 75 chalets. Ça représente au total quasiment 80 millions en capitaux, tout le projet. Donc, on a vendu à 75 personnes individuellement qui ont dit, ben nous, on y croit, et on gère la location pour eux, puis on redistribue les revenus locatifs à tout le monde. Fait que finalement, le média bâtit une communauté qui ont le même système de valeurs, qui sont devenus nos acheteurs, qui sont aussi nos locataires. Et avec ça, on est capable d'acheter et protéger du territoire. Mais tout ça, au départ, moi, quand j'arrivais à la banque, là, je disais, on a un beau territoire, on protège ça, on a des chalets, on va les louer, puis ils sont comme, je comprends rien. Et ça a pris 1 an et demi à être capable d'expliquer comment, en fait, de la bonne façon pour une banque. Puis la première étape, c'est de dire, bonjour, on achète un grand terrain, on va le subdiviser, on va le revendre en petits terrains. Ils sont comme, ah, ça, on comprend ça. Oui, exactement.
Là, on fait ça. On revient les voir. Hey, salut, finalement, les petits terrains, ben, on va construire des chalets, puis il y a des gens qui vont les louer. Ah, OK, on comprend ça. Puis après ça, on dit, ben, on va faire un bâtiment commun, parce que c'est une communauté. Ouais. Fait que là, on va faire un hub social, puis il va y avoir une bibliothèque cachée en forêt, il va y avoir un studio de musique, il va y avoir un lieu pour faire. Là, ils sont comme, ah, ben c'est sûr, parce que tu as déjà des chalets. Ouais. Mais au départ, ils sont comme, pourquoi tu as un lieu commercial? Ça ne fonctionne pas. Fait que ça a été vraiment difficile de composer avec ça. Puis au début, c'était de la frustration. Maudite banque, qui ne comprennent rien. La municipalité pense qu'on est une secte. Toutes ces choses-là. Mais pour finalement dire, OK, non, le projet marche, on a la vision est bonne. Il faut juste partir de l'autre bord. Oui, un reverse engineering. Exact. Oui, c'est le fun de faire ça. Ça a été un peu le même problème ici. On avait un bâtiment qui avait une valeur foncière. On avait besoin d'injecter des fonds pour démarrer le projet. Puis pour réhypothéquer, ça prenait un locataire. Puis pour avoir un locataire, ça prenait une mise de fonds dans le projet du locataire. Donc, c'est là qu'on a imaginé l'investissement immobilier impact. Puis ça, on en a parlé souvent. Justement, d'avoir des missions sociales fortes, mais des opérations qui sont rentables puis qui peuvent être pérennisées pour qu'on arrête de dire que le communautaire puis le social, ça coûte aux contribuables, puis tout ça, qu'on puisse justement avoir des retombées dans notre communauté, tout ça. Et puis, c'est ce qu'on a fait. On a dit, on n'attendra pas d'avoir le capital pour fonder l'organisme. Donc, on a fondé l'organisme. L'organisme a signé un bail amphithéotique avec le bâtiment. Le bâtiment, avec un locataire qui a signé un amphithéâtre, pouvait aller réhypothéquer, refinancer le bâtiment. Et puis là, le propriétaire du bâtiment, qui est la compagnie d'immobilier Impact, a pu donner un mandat à l'organisme pour développer un hub créatif au sein de l'Église ici. À quel point c'est... Tu sais, tout ça, c'est toute la même personne, là. Ouais. Mais pour la banque, elle est capable de mettre une case. Locataire. Locataire. C'est bon. Donc, je peux faire un levier. Exactement. Propriétaire, tout ça. Puis c'est des modèles, en fait, qu'on a développés. Puis, tu sais, c'est une entreprise où maintenant, tu sais, je suis plus seul dans ces entreprises-là. Mais, tu sais, au début, j'étais tout seul à dire, bon, bien, on va faire c'est des personnes morales avec des personnes morales. Puis là, ça fait du sens pour eux autres. Si j'étais allé puis j'avais dit, moi, c'est Pilou, je veux faire un hub créatif, j'ai un bâtiment qui vaut X, je veux mettre ça en place, il aurait dit, ben non, mais c'est impossible, tu sais. Mais là, avec une organisation, un levier, du financement, tout ça, puis le financement, vous allez voir aussi, tous les porteurs de projets ont des enjeux de financement, là. Quand il y en a un qui dit oui, ça se met à tomber comme des dominos, là. Tu sais, ça prend une personne qui met la main dans l'engrenage. C'est comme, il faut que tu dises, tu vas organiser un événement avec des bons speakers. Là. Tu dis, Barack, est-ce que tu veux venir parler? Ah oui, LeBron James a dit oui. Là. Ouais, c'est ça. Tu appelles LeBron, ouais, Barack a dit oui. Mais finalement, personne n'a dit oui encore. Mais exactement. Là, fait que c'est un peu la même chose avec les banques. Tu dis, oh oui, j'ai un investisseur qui a dit oui, c'est correct. Puis l'investisseur, ah oui, la banque a dit oui. Puis tu sais, il faut que tu exactement. Puis nous, ça tombe bien, on avait un investisseur privé qui voulait garder l'anonymat pour démarrer les projets. Donc, c'était pas nous autres, c'était un donateur privé. Mais tu sais, il faut aussi comprendre, ça a été une des apprentissages, c'est que c'est normal que les villes, les municipalités soient craintives aussi. Mm-hmm. Parce qu'il y en a de notre côté en immobilier, il y en a beaucoup des peddlers. Il y en a beaucoup des gens qui partent des projets, des bonnes intentions. Tu te retrouves avec une route qui n'est pas finie. Tu te retrouves avec un quartier qui est mal servi. Tu te retrouves... Puis c'est les citoyens après ça qui payent. Mm-hmm. Il y a ça qui est tricky. Puis sinon, il y a beaucoup des rêveurs aussi qui partent un projet. Tu sais, juste l'Église, on a tellement un héritage au niveau de la religion qui est quand même encore délicat à travers les générations. Mm-hmm. Puis nous, on arrive avec peut-être une nouvelle vision, mais il y a un passé qu'il faut quand même comprendre puis être capable d'être sensible par rapport à ça. Ouais. Puis ce que j'aimais avec l'Église ici, c'est que ça reste la même vocation de se rassembler. Tu sais, la beauté de la religion était avant le parvis d'église, c'est là que les gens se rencontraient, c'était pas Facebook, puis après ça, on jase, tout le monde a le même système de valeurs. La religion a un peu tombé, mais le besoin humain de se rassembler, d'avoir un système de valeurs, de parler avec des gens reste. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que les marques sont si fortes maintenant. Mm-hmm. Les gens qui vont aller au petit café de quartier, c'est les nouvelles petites églises. Mm-hmm. Puis pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue rassemblement. Ouais. Tu veux te rassembler avec tes semblables. Donc, s'il y a un petit café de quartier, on dirait qu'il y a une tangente yoga ou surf,
Ben, tu sais que si tu vas aller prendre ton café là, tu vas avoir d'autres personnes qui te ressemblent, qui voyagent peut-être de la même façon que toi. Mais c'est un peu la même chose. Mhm. Puis là, mais maintenant, de reconvertir des églises ou de créer des hubs sociaux, ce qui est intéressant, c'est que ça a la même vocation, mais peut-être un petit peu moins de doctrine ou du Ouais. moins, ça serait intéressant de s'assurer qu'il n'y ait pas cette doctrine-là ou ce Mhm. pouvoir-là qui est trop contrôlant. Ouais. Bon, ben sur ces beaux mots, moi, ben, tu sais, ce que je retiens, là, tu sais, puis ce que je veux lancer aussi, tu sais, en ce début de sommet, c'est la force de la projection dans le futur, puis de la prospective. Tu sais, la prospective, c'est l'art d'imaginer le futur, d'imaginer les futurs possibles, et puis d'ensemble décider quel serait le futur possible souhaitable et qu'est-ce qu'on doit mettre en place aujourd'hui pour faire advenir ce futur souhaitable-là, tous ensemble. Donc, on peut parler 10, 15, 20, 30 ans, dans 6 mois, ça, tu sais, mais quels sont les futurs qu'on souhaite collectivement? Et puis, à ce sujet, j'inviterai Martin Merlino à nous rejoindre. Martin qui nous a lu un texte hier en soirée d'ouverture. Je ne sais pas, qui était là hier au 5 à 7 d'ouverture? All right! Et puis, Martin nous a lu un texte parce que depuis quelques semaines, ça me trotte beaucoup dans la tête l'idée d'avoir des traces écrites de ce sommet-là. Et puis, qu'on puisse se souvenir, puis qu'on puisse ensemble peut-être se donner. Je niaisais hier, tu sais, puis puisqu'on est dans une église, pourquoi pas les 10 commandements des forces fraîches ou une idée de manifeste ou de quelque chose qu'on pourrait exprimer puis dire, ah ben ça, c'est notre communauté des forces fraîches, ça nous ressemble, ça nous rassemble, puis ça va résonner chez d'autres, puis déposer ça au gouvernement ensemble, puis s'arranger pour, tu sais, bâtir cette communauté-là pour nos régions, pour l'avenir de nos régions, puis pas attendre que les gens à Québec ou à Montréal nous organisent. Organisons-nous et demandons-leur haut et fort ce dont on a besoin pour se développer. Donc, Martin, est-ce que tu veux nous lire ou nous parler un peu de la démarche derrière ce texte-là?